Reprenons maintenant notre cours, la deuxième partie de notre cours, sur l'entraînement physique. Comme je vous l'ai dit à la fin du cours précédent, certaines épreuves sportives font appel à des capacités fonctionnelles ou physiologiques, parfois contradictoires. Et donc, l'entraîneur, pour savoir de quelle façon, de quelle stratégie il va adopter dans son entraînement, doit parfaitement connaître l'épreuve sportive considérée dans chacune de ces phases. Et donc, il doit procéder à une analyse très étroite de l'épreuve sportive, telle qu'elle sera pratiquée au moment de la compétition. Le but de cette analyse est de déterminer sur quel phénotype il va devoir agir afin de construire des programmes d'entraînement tout à fait pertinents, programmes qui vont accorder la place qu'il convient pour améliorer les facteurs de la performance qui jouent un rôle déterminant dans la discipline considérée. Alors cette analyse, elle va décortiquer en quelque sorte quelles sont les capacités fonctionnelles de l'individu particulièrement mis en œuvre et sur quelle phase de l'épreuve, pendant combien de temps, quelles capacités mentales de l'individu sont particulièrement sollicitées à telle ou telle phase de l'épreuve, et enfin, où se situent les moments où la coordination motrice, c'est-à-dire la technicité, est maximale pour obtenir le meilleur résultat possible. Eh bien, nous allons prendre l'exemple de la natation. Nous considérons trois grandes phases. Celle du départ, celle de la nage sur la distance considérée et celle du retournement en fin de chaque longueur de bassin. Prenons une distance de 100 mètres et l'entraîneur va découper 10 zones. Une première zone concerne l'efficacité du départ, c'est-à-dire mesure du temps de parcours des premiers 7,5 mètres. Ensuite, en deux, la vitesse en mètres secondes lors de la transition du départ à la nage sur la distance. En trois, la vitesse de nage sur la distance considérée, en mètres par seconde. En quatre, la vitesse, toujours en mètres secondes, lors de la transition entre nage sur la distance et le début du virage. En 5, l'efficacité du virage, c'est-à-dire le temps en secondes pour faire l'aller-retour des 7 mètres et demi qui précèdent et qui suivent le virage. En 7, la vitesse en mètres par seconde lors de la transition à la nage sur la distance. En 8, de nouveau la vitesse de nage sur la distance. En 9, la vitesse lors de la transition de la vitesse de nage sur la distance au finish. Et en 10, l'efficacité du finish par mesure du temps de parcours des derniers 7 mètres et demi. Cette approche peut se décliner pour chacune des étapes décrites précédemment. Par exemple, le départ. Eh bien, le départ va faire appel à des qualités sur le plan énergétique de type force explosive,
a une coordination motrice élevée, angle d'attaque dans l'eau, premier cycle de nage, et aussi a des capacités mentales de type concentration et temps de réaction. On comprend bien dans ces conditions, si on se rappelle les différentes phases, c'est que les qualités de coordination motrice, de capacité fonctionnelle et mentale occupent une part respective plus ou moins importante au cours de chacune des 10 phases qu'on vient de décrire. Ce qui fait qu'une telle démarche analytique très précise peut ainsi aider l'entraîneur à mettre en place ce programme d'entraînement pertinent dont nous parlions en accordant exactement la place qui convient pour l'améliorer chacun des facteurs de la performance. Ainsi peut-on décrire 3 secteurs. Un secteur 1 où on a essentiellement une prédominance des qualités de coordination motrice, et notamment la technique de nage, qui représente 32,5% de l'ensemble du parcours. Dans le secteur 2, on a une prédominance des capacités fonctionnelles, aérobie ou anaérobie, ce qui représente 27,5% du temps du parcours. Et pour 40% du reste du temps du parcours, eh bien, les capacités, les qualités sont mixtes. Et alors, la séance d'entraînement doit tenir compte de chacun de ces éléments, en rappelant que certains modes de perfectionnement peuvent être contradictoires. Ainsi, un entraînement qui va être basé de façon trop forte, trop prédominante sur le développement des qualités force-vitesse nécessaires au départ peut limiter l'amélioration de la capacité aérobie, qui peut être indispensable pour la nage sur la distance, surtout si on allonge l'épreuve, par exemple si on est aux 200 mètres nage, aux 400 mètres nage libre. Inversement, le départ plongé en natation demande des qualités de vitesse de réaction et de force explosive dont l'amélioration n'est pas facilement compatible avec l'augmentation des qualités d'endurance. Alors, abordons maintenant l'entraînement qui a pour objectif d'améliorer les qualités d'endurance. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'endurance aérobie? Eh bien, on peut définir l'endurance, ce concept, par le temps maximal pendant lequel on peut mobiliser un pourcentage donné de sa VO2 max. Ou, image en miroir, on peut le définir comme le pourcentage maximal de VO2 max qui peut être soutenu pendant un exercice d'une durée donnée. Par exemple, un marathonien très entraîné qui peut mobiliser 80% de sa VO2 max pendant 2 heures. C'est ce que représente le schéma suivant. Vous avez le temps en heures en abscisse et vous avez en pourcentage le pourcentage de VO2 max en ordonnée. Évidemment, cet entraînement en endurance est essentiellement destiné aux sportifs qui accomplissent des efforts de longue durée, comme par exemple le marathon, le cyclisme sur route, le ski de fond, la natation pour des efforts supérieurs à 400 mètres nage libre, mais aussi dans la préparation de sports d'équipe ou encore le tennis.
L'entraînement en endurance peut comprendre un entraînement par la distance ou, nous l'avons vu dans le cours précédent, des entraînements par intervalle training. La séance d'entraînement, évidemment, elle constitue l'unité structurelle de base de l'entraînement physique, nous l'avons vu. Et elle est constituée d'exercices de durée et d'intensité variables en fonction des objectifs que poursuit l'entraîneur. C'est ainsi que les formes d'entraînement qui ont pour objectif d'améliorer les capacités aérobies vont varier, ce qu'on appelle un entraînement en endurance. Pour simplifier, on distingue des séances constituées d'exercices dont la durée peut varier de 10 minutes à plus de 90 minutes, en fonction du niveau du sportif que l'on entraîne, et l'intensité correspond à une consommation d'oxygène aussi proche que possible de sa valeur maximum, de la VO2 max. Mais on peut aussi distinguer des séances, les séances entraînement fractionné ou intervalle training, qui est constituée de la répétition, d'exercices de brève durée, 1 à 2 minutes, et d'intensité égale à la vitesse maximale aérobie, avec des périodes de repos courtes qui n'excéderont pas 90 secondes. Cet entraînement en endurance, il va avoir pour objectif d'améliorer ce qu'on appelle le phénotype de type capacité aérobie. Mais ce phénotype capacité aérobie, en fait, lui-même, il va dépendre de nombreux, en quelque sorte, sous-phénotypes qui constituent le système de transport et d'utilisation de l'oxygène. D'abord, évidemment, la ventilation pulmonaire, mais aussi l'oxygène étant transporté par le sang, par l'hémoglobine, la concentration en hémoglobine, mais évidemment aussi par le volume sanguin et le débit cardiaque lié aux caractéristiques du cœur lui-même. Et enfin, au niveau du muscle, au niveau périphérique, du débit sanguin musculaire et aussi, bien sûr, des caractéristiques de ces fibres musculaires qui composent le muscle et notamment de leur concentration en mitochondries qui, vous le savez, contiennent la majorité des enzymes les plus importants qui jouent un rôle dans le cadre du métabolisme oxydatif. Eh bien, c'est sur tous ces éléments que va jouer l'entraînement physique. D'une façon globale, l'entraînement en endurance va réduire le délai d'optimisation de la voie métabolique aérobie. C'est-à-dire que le délai, le déficit en oxygène du début de la mise en jeu de ce métabolisme va se réduire. Il va tendre à augmenter le rendement, c'est-à-dire réduire le coût énergétique de l'effort. Ceci sans doute en améliorant, par exemple en course, la technique. Il va augmenter la puissance aérobie, c'est-à-dire la VO2 max. Et enfin, il va tendre à épargner le glycogène en favorisant le métabolisme des acides gras. Eh bien, sur ce schéma, on illustre l'abaissement du délai d'optimisation de la voie métabolique aérobie. Alors, vous avez en abscisse le temps, en minutes, et en ordonnée, la consommation d'oxygène. Et vous voyez que pour un effort d'une intensité donnée, la consommation d'oxygène augmente progressivement tout au long de l'effort pour atteindre un état stable au bout d'environ 3 minutes. Et à ce moment-là, on peut dire que le débit de renouvellement de l'ATP
associé à la consommation d'oxygène est égal au débit de consommation de l'ATP par les muscles impliqués dans l'exercice. Mais il y a toute une période, voyons, entre le temps zéro et la 3e minute, où, pour fournir cet ATP, l'oxygène n'étant pas suffisant, le métabolisme aérobie n'étant pas encore suffisant, eh bien, l'énergie est fournie par les 2 autres métabolismes, anaérobie alactique et anaérobie lactique, à partir de la chaîne de glycolyse. Cette phase est ce qu'on appelle la phase de déficit en oxygène. Puis ensuite, vous avez la zone d'état stable, mais à l'arrêt de l'effort, eh bien, la consommation d'oxygène, l'augmentation de la consommation d'oxygène ne revient pas immédiatement à sa valeur de repos, parce que nous rentrons dans la zone de remboursement de la tête en oxygène. Eh bien, ce délai de 3 minutes, lors d'un entraînement en endurance bien conduit, se réduit, peut atteindre par exemple 2 minutes, ce qui réduit d'autant la zone de déficit en oxygène. Eh bien, on a aussi une augmentation du rendement. Comme je vous l'ai dit, cette augmentation du rendement, elle correspond à une diminution du coût énergétique de l'effort. Le coût énergétique aérobie, je vous le rappelle, exprimant la quantité d'énergie dépensée pour la réalisation d'une tâche donnée par un individu donné. Si par exemple la technique de course s'améliore chez un individu, eh bien le coût énergétique de la course s'abaissera. Et donc il aura à sa disposition une réserve énergétique plus importante. On a, comme je vous l'ai dit, une augmentation de la puissance aérobie, c'est-à-dire une augmentation de la VO2 max, qui a pour origine une amélioration de la puissance de la pompe cardiaque, mais aussi une meilleure irrigation sanguine de la fibre musculaire et une augmentation des capacités oxydatives de cette même fibre musculaire. Alors, l'amélioration du fonctionnement de la pompe cardiaque, eh bien, on observe une augmentation de la masse cardiaque avec une légère épaisseur des parois, mais surtout une augmentation de volume des capacités ventriculaires. On a par suite une augmentation du volume d'éjection systolique et donc du débit cardiaque maximal. On observe aussi une réduction du rythme cardiaque de repos et par là même une augmentation de la réserve cardiaque et enfin une récupération cardiaque plus rapide liée à un freinage parasympathique plus efficace. Alors, qu'observe-t-on au cours d'un entraînement dynamique en endurance? Eh bien, une augmentation du volume télédiastolique, c'est-à-dire de fin de diastole, du ventricule gauche. Et par suite, une augmentation de volume des cavités ventriculaires gauches. À gauche, vous avez le cœur après entraînement d'endurance et à droite, un cœur de sédentaire sain. En effet, l'entraînement en endurance a pour conséquence une surcharge volumique au niveau cardiaque qui va entraîner une augmentation de la tension pariétale télédiastolique de fin de diastole. Ceci, évidemment, à cause de l'augmentation du retour V2.
Cette augmentation de la tension pariétale télédiastolique va avoir pour conséquence une augmentation de la synthèse protéique, avec une réplication des sarcomères, des fibres musculaires cardiaques, réplication en série, ce qui va entraîner une augmentation de volume des cavités et une augmentation légère de l'épaisseur des parois. C'est ce qu'on appelle une hypertrophie excentrique. Au niveau du muscle, c'est vrai que l'entraînement en endurance va favoriser l'irrigation sanguine et les capacités oxydatives des fibres musculaires. Et ceci, quel que soit leur type. Type 2A, 2B et bien sûr de type 1. On observe une augmentation de la capillarisation, de la concentration de la myoglobine, les protéines contractiles de type myosine, etc., sont orientées vers les isoformes lents, et il existe une élévation de la densité mitochondriale et donc des enzymes oxydatifs. Je vous l'ai dit aussi, l'entraînement en endurance a pour effet une épargne d'épargner le glycogène au niveau des fibres musculaires impliquées dans l'exercice. En effet, à ce niveau, on observe un accroissement de l'expression et donc de la quantité totale du GLUT4, le transporteur du glucose, avec une amélioration donc du transport glucidique. On observe aussi une augmentation du volume mitochondrial et des stocks musculaires en glycogène, avec une épargne de sa consommation lors d'un effort sous-maximal, grâce à l'augmentation de l'oxydation des acides gras, liée notamment à l'accentuation de l'expression des gènes mitochondriaux. Nous sommes ainsi dans un système d'adaptation métabolique où la stimulation nerveuse va entraîner une augmentation de l'activité contractile, ce qui va entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et donc de la consommation d'adénosine triphosphate. Ce qui fait que le rapport AMP à adénosine monophosphate sur ATP, adénosine triphosphate, va augmenter. Cette augmentation de ce rapport va activer un système enzymatique de l'AMP kinase, qui elle-même va augmenter l'activité, la mise en jeu d'un facteur de transcription lipipars, qui lui-même va activer la biogénèse mitochondriale, qui, au niveau des fibres de type 1, mais aussi de fibres de type 2, va augmenter la capacité du métabolisme lipidique, d'où économie glycogène. C'est ce que vous montre ce petit schéma. En haut à gauche, augmentation du rapport AMP sur ATP, mise en jeu de la AMP kinase, mise en jeu de ce facteur de transcription qui est le PPAR delta, facteur de transcription qui, au niveau mitochondrial, va entraîner une augmentation de l'expression des enzymes oxydatifs lipidiques telles que la lipoprotéine lipase, les protéines facilitant le transport d'acides gras, etc. Donc, vous voyez que l'effet, là encore, est donc de favoriser le métabolisme des acides gras et par là même d'économiser le glycogène. C'est important parce que vous savez bien que le cerveau ne peut
pas utiliser sur le plan énergétique les acides gras, il utilise essentiellement le glucose, et donc tout ce qui économise le glycogène permet de garder un métabolisme cérébral normal le plus longtemps possible. Donc, l'entraînement en endurance accroît les RNA messagers et la transcription de plusieurs gènes métaboliques, comme on vient de le voir, pendant la période de récupération qui suit l'exercice. Mais attention, l'ensemble retourne à son niveau initial au bout de 24 heures. Alors, d'un autre côté, l'augmentation des protéines mitochondriales, comme on vient de le voir, va pouvoir atteindre 50 à 100% de leur niveau initial en 6 semaines. Mais la durée de vie du renouvellement protéique est seulement d'1 semaine, ce qui signifie que la permanence du stimulus entraînement est absolument nécessaire si l'on veut que reste constant le contenu protéique mitochondrial. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on observe comme variation fonctionnelle à long terme, à la suite d'un entraînement en endurance? Eh bien, une hypertrophie cardiaque, nous l'avons vu. Une augmentation du métabolisme oxydatif et de l'utilisation des acides gras libres. Une réduction des résistances vasculaires périphériques lors de l'effort sous-maximal. La prédominance d'action du système nerveux parasympathique. Et enfin, une amélioration de la résistance à la chaleur. Au bout du compte, pour la course par exemple, l'entraînement en endurance va augmenter la vitesse de course maximale théorique qui, je vous le rappelle, est liée à cette petite équation, F représentant le pourcentage maximal mobilisable de VO2 max pour un temps donné, par exemple pour le marathon, c'est le concept d'endurance, augmente la consommation maximale d'oxygène, c'est la puissance maximale aérobie, et enfin, réduit, grâce à une amélioration de la technique de course, le coût énergétique calculé en millilitres d'oxygène par kilo et par kilomètre. Alors, petite conclusion pour cet entraînement d'endurance en forme de question. Quelle est la part de l'hérédité dans le niveau initial des qualités qui prédisposent à la performance? Niveau initial. Deuxièmement, quelle est l'influence du génotype dans l'ampleur de la réponse adaptative de l'individu à son environnement et bien sûr, ce qui nous concerne, notamment à l'entraînement physique? Eh bien, chez les vrais jumeaux, nombreuses études ont été faites, les réponses sont relativement simples. La VO2 max initiale est proche chez chacun des deux individus et la réponse en entraînement pour l'un et pour l'autre est similaire. Donc là, on a une véritable homogénéité génotypique. Par contre, dans une grande étude familiale quantifiée qui a été réalisée en Amérique du Nord, ce Heritage Family Study, si on prend la mesure de la VO2 max, eh bien on voit que dans cette population massique, les facteurs génétiques expliquent environ 40% des variations intra- et interfamiliales. 40%. Mais mieux encore, si sur cette grosse population, on arrive à mettre en jeu
un entraînement standardisé chez les sujets? Bien, on voit que les réponses sont assez variables. Vous avez une augmentation moyenne de la consommation maximale d'oxygène qui est de 19% en moyenne. Mais 5% des sujets ne présentent aucun changement. Ce sont des non-répondeurs. Alors que 5% présentent une élévation de VO2 max qui atteignent 40 à 50%. Eux, ce sont les bons répondeurs. Et on montre que les facteurs génétiques rendent compte environ de 47% des variations observées. Donc vous voyez que tous les individus ne répondent pas de la même façon à un entraînement et que la valeur initiale, par exemple de la VO2 max, ne préjuge pas de la capacité ou de la façon dont un individu va répondre à un entraînement en endurance. Prenons maintenant l'entraînement en résistance. Alors, rappelez-vous, la séance d'entraînement, on ne le répétera jamais assez, elle constitue bien l'unité structurelle de base de l'entraînement physique, et cette séance d'entraînement, elle est constituée d'exercices de durée et d'intensité variables selon les objectifs poursuivis. Eh bien, les formes d'entraînement qui ont pour objectif d'améliorer les capacités force-vitesse et anaérobie seront constituées de séances qui vont comprendre la répétition d'exercices de brève durée mais d'intensité maximale et qui vont s'accompagner de séances de musculation. Alors, quels sont les effets de cet entraînement en résistance sur le cœur? Bien, si on prend un entraînement de force statique, on va avoir évidemment une augmentation de la pression aortique. Donc, une augmentation de la post-charge au niveau cardiaque. Un frein à l'éjection du volume d'éjection systolique. Ce qui va entraîner une augmentation de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche. À droite, vous avez le cœur après entraînement en résistance, entraînement de force, et à gauche, un cœur sédentaire de sujet sain. Alors, comment explique-t-on ça? Bien, tout d'abord, il existe une surcharge barométrique avec une augmentation de la tension pariétale systolique, avec une augmentation de la synthèse protéique. Mais cette augmentation de la synthèse protéique a pour effet une réplication des sarcomères en parallèle, ce qui va entraîner une augmentation de l'épaisseur de la paroi sans changement du volume des cavités ventriculaires. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie concentrique. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur le muscle strié squelettique? Bien, une hypertrophie musculaire qui est faite d'un accroissement des protéines contractiles et qui sont la conséquence d'une augmentation de l'expression d'IGF-1 et des binding protéines IGF-1. L'IGF-1L est à l'origine de l'accentuation de l'expression d'une famille de gènes qui accroît la synthèse des protéines associée à l'augmentation de la translation ribosomale et aussi à une activation des cellules satellites. Alors, ces cellules satellites, rappelez-vous, ce sont ces cellules qui sont accolées à la fibre musculaire contre la membrane basale, mais qui ne sont pas à l'intérieur de la fibre musculaire, c'est ce que le schéma de droite,
alors qu'à gauche, vous voyez un noyau de la fibre musculaire sous-jacente qui elle est située en périphérie. Et j'en profite pour vous rappeler le domaine myonucléaire. Je vous rappelle que la fibre musculaire adulte est une cellule polynucléaire dans laquelle chaque noyau contrôle la production de RNA messager, de protéines, pour un volume défini de cytoplasme. Ainsi, évidemment, la taille de la fibre va dépendre du nombre de ces noyaux. Et, je vous le rappelle, il existe un rapport stable entre le nombre de noyaux et le volume cytoplasmique. Eh bien, le stress mécanique qui est lié à l'exercice représente un facteur de prolifération ou de différenciation des cellules satellites. Parce que ce stress mécanique a comme conséquence la libération d'IGF-1, Insulin-like growth factor, et de FGF2, fibroblast growth factor 2. En conséquence, que voit-on? Eh bien, les cellules satellites dormantes, lors d'un exercice, vont être activées et vont proliférer. En fait, ces cellules satellites vont être incorporées au sein de la fibre musculaire sous-jacente, ce qui va entraîner de fait une addition de noyaux à l'intérieur de la fibre. Et si l'on tient compte du rapport nombre de noyaux sur volume cytoplasmique qui doit être maintenu, vous avez l'apparition d'une hypertrophie musculaire. Incorporation des cellules satellites, comme ça vous est montré ici, dans ce schéma. Si l'on aborde le rôle des anabolisants, eh bien les anabolisants vont augmenter le nombre de noyaux au sein de la fibre musculaire, donc le contenu en DNA nécessaire pour supporter la synthèse protéique à l'origine de l'hypertrophie musculaire. Alors, actuellement, quelles sont les réflexions? Tout d'abord, il semble bien que l'entraînement augmente le nombre de cellules satellites, ce qui est favorable. Cependant, le nombre de cellules satellites et leur capacité proliférative diminuerait avec l'âge chez tous les sujets. Mais en plus, certains arguments biomoléculaires, longueur de l'ADN télomérique notamment, suggèrent que ces phénomènes liés à l'âge seraient plus accentués chez le sportif. Alors, tentons de nous résumer et de conclure. Tout d'abord, la récupération. On n'insistera jamais assez sur le fait qu'entre chaque séance d'entraînement, une phase de récupération est nécessaire afin que puissent se dérouler les processus adaptatifs structurels dits de surcompensation. Alors, la durée de ces phases, elle ne doit pas être trop brève, nous l'avons vu, car il y a un risque de débordement des processus adaptatifs, mais elle ne doit pas être trop longue non plus, parce que sinon, on va nuire au bon développement de ces processus adaptatifs, car on va les ralentir. Abordons un aspect qui est la surcharge d'entraînement. Eh bien, la surcharge d'entraînement, elle peut faire partie de la stratégie d'un plan d'entraînement. Parce que
pour être efficace, l'entraînement doit s'accompagner d'une sensation de fatigue qui n'aura pas encore entièrement disparu lorsque va débuter la séance qui suit. Mais cette surcharge de travail physique risque de déboucher sur un état de fatigue ou de surmenage qui peut régresser néanmoins rapidement après une période de repos. Par contre, si la charge d'entraînement perdure, voire s'intensifie, il y a un risque non négligeable de déboucher sur un syndrome de surentraînement, on verra ultérieurement ce qu'est le syndrome de surentraînement. Et ce syndrome peut avoir pour origine effectivement un dépassement des capacités d'adaptation de l'individu, on l'a vu, hein, et parce que l'intensité ou le volume de l'entraînement est supérieur au potentiel adaptatif de l'organisme, qui, on l'a vu quand même, est génétiquement bien défini. Mais ça peut aussi être le résultat d'un déséquilibre entre les phases d'activité motrice importantes et de récupération trop courte. Ainsi, pour nous résumer, l'entraînement va avoir comme conséquence, espérons-le, une amélioration de la condition physique et donc logiquement une augmentation de la performance. Mais la surcharge en entraînement, nous l'avons dit, peut entrer dans une stratégie de l'entraîneur. Ça va emmener un surmenage, mais pour certains entraîneurs, cette période de fatigue, de surmenage, après un bref repos, va avoir pour effet une augmentation encore plus importante des performances. Mais évidemment, le risque est présent en permanence que de cette surcharge, de ce surmenage, on passe à un syndrome de surentraînement, syndrome qui est un syndrome médical, un syndrome pathologique, et qui, là, effectivement, entraîne, et pour longtemps, une baisse des performances. Alors, pour en terminer, soyons modestes. En l'état actuel de nos connaissances, il est très difficile de faire des prédictions très individualisées concernant les réactions à l'entraînement. Parce que, l'avons vu, la réalisation d'une performance correspond dans chacun des domaines que nous avons envisagés ensemble, hein, les capacités fonctionnelles, la coordination motrice, la technicité, les facultés mentales, un nombre très très élevé de phénotypes, dont les expressions, pour chacun d'entre eux, dépendent elles-mêmes de gènes déterminants, non identifiés pour beaucoup, et en plus, pour lesquels nous ignorons les capacités de réponse à l'entraînement. Donc, il est extrêmement difficile de faire des pronostics a priori, c'est seulement, je dirais, a posteriori, que l'on est capable de voir si l'entraînement conduit a été conduit de façon pertinente ou non, en fonction des capacités mêmes de l'individu. Eh bien voilà, nous en avons terminé et je vous remercie de votre écoute. Et puis bon courage. À bientôt.